Qui pourrait aller à Matignon et succéder à Michel Barnier? C'est la grande question. Seul le président de la République et l'intéressé le savent. Vous nous avez dit aujourd'hui, il est 17h27. Là, oui, il veut aller vite. L'horloge tourne. Il veut aller vite. Visiblement, le président de la République, peut-être l'annoncera-t-il ce soir à 20h lors de l'édition spéciale que vous pourrez suivre en direct sur BFM TV. En attendant, dans tous les partis politiques, on écoute, on regarde, on textote sûrement, notamment du côté du Rassemblement national. Et c'est devant le siège du RN que nous retrouvons Naouf El Kawafi en direct pour BFM TV. Siège du RN, où se trouve d'ailleurs en ce moment Jordan Bardella. On doit sûrement parler tactique. Oui, ce qui est sûr, c'est que du côté du Rassemblement national, on souhaite maintenir la pression sur Emmanuel Macron et surtout, avoir un mot à dire sur le successeur de Michel Barnier, mais avec plusieurs conditions. Le Rassemblement national ne souhaite absolument pas entendre parler d'un Premier ministre qui serait issu de la gauche, quel qu'il soit. Hors de question également d'avoir une personnalité politique qui aurait été critique à l'égard du Rassemblement national ou encore de Marine Le Pen. Exit donc l'hypothèse de Xavier Bertrand ou encore François Baroin. En revanche, quand on sonde les cadres du Rassemblement national concernant les deux autres noms qui circulent beaucoup, c'est pas la même tonalité. D'abord, l'hypothèse de Sébastien Lecornu, l'ex-désormais ministre des Armées, on nous explique qu'il a des relations plutôt cordiales, de travail avec le Rassemblement national, qu'il considère comme étant un parti comme un autre, un parti ordinaire. Il a d'ailleurs dîné il y a quelques mois avec Marine Le Pen. Même son de cloche concernant l'hypothèse de François Bayrou, le patron du MoDem. On nous explique qu'il y a une relation de respect entre lui et Marine Le Pen. Souvenez-vous d'ailleurs, en 2022, il avait accordé son parrainage à la candidate du Rassemblement national au nom du pluralisme. Et plus récemment, il avait défendu Marine Le Pen dans ses réquisitions dans le procès des attachés parlementaires du Front national. On essayera, vous le disiez, Jordan Bardella, qui est au siège du Rassemblement national, d'essayer de lui poser la question sur ces différentes hypothèses. En tout cas, ce qu'on nous explique ici, c'est qu'a priori, les deux noms qui circulent le plus, Sébastien Lecornu et François Bayrou, le Rassemblement national ne les censurerait pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que peu importe le prochain Premier ministre qui sera nommé, il sera sous surveillance du Rassemblement national. Naouf El Kawafi en direct du siège du RN avec Laurine Velay pour BFM TV. Donc Emmanuel Macron parle à 20h. Est-ce qu'il nous annoncera lui-même le nom de son prochain Premier ministre? Ça sera le 6e en 7h30. Sarah Knafo, on vit une crise politique grave selon vous, et comment peut-on en sortir si c'est le cas? Bien sûr qu'on vit une crise politique grave, et d'ailleurs ce qui est frappant, c'est que depuis ce matin, on ne parle plus que d'Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le grand paradoxe, c'est que hier, les partis politiques, la classe politique présente à l'Assemblée nationale a voulu mettre une claque à Macron. Et leur paradoxe, c'est qu'en réalité, ils lui ont redonné les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, on est dans l'attente de ce que va dire Emmanuel Macron, de ce que va faire Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va décider de nommer un Premier ministre de droite, de gauche, un technicien? Est-ce que Emmanuel Macron va décider de dissoudre Vous auriez voté la censure, en Madame Knafo, vous? Je ne pense pas du tout que j'aurais voté la censure. Moi, si j'avais été à l'Assemblée, si j'avais eu la chance d'avoir autant de députés que députée européenne, absolument. Je suis dans un autre hémicycle. Si j'avais eu la chance d'avoir autant de députés à l'Assemblée nationale, je pense que j'aurais tout fait différemment. Je pense que j'aurais davantage pris le temps de donner mes conditions. Je n'aurais pas donné des lignes rouges précipitamment dans la dernière semaine. Parce que moi, si vous voulez, quand j'ai vu la situation en septembre, je me suis dit, fantastique. Cette fois, on va vraiment parler de budget. C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui est extrêmement préoccupant pour l'avenir du pays. Et je me suis dit, maintenant que le gouvernement peut être censuré s'il présente un mauvais budget, la classe politique va enfin prendre la mesure de ses devoirs, de ce qu'elle doit faire à l'Assemblée, de ce qu'elle doit proposer, et on va fixer des conditions qui enfin permettront de défendre les Français, les entrepreneurs, les agriculteurs, et on va s'y prendre en avance. Moi, c'est un travail que j'ai fait. Si vous voulez, il est là. C'est un travail économique que j'ai fait, absolument. Donc, il faudra le donner au prochain Premier ministre. Si c'est un Premier ministre de droite qui a du bon sens, peut-être qu'il écoutera les propositions de Reconquête. Mais c'est un travail que j'ai fait. Et vous vous souvenez, je me souviens, on était sur votre plateau et vous me disiez, est-ce que vous avez compris les lignes rouges de Marine Le Pen? À l'époque, je vous disais, j'étais à cette place, à la place de Madame Ridel, et je vous disais, je ne comprends pas parce que Marine Le Pen ne fait que demander du respect pour ses électeurs. Et je vous disais, moi, à sa place, je me serais dit, c'est l'occasion ou jamais de dire, je veux qu'on baisse telle dépense. 15 milliards d'euros d'aide publique au développement, vous vous en souvenez, on en parlait. 30 milliards d'euros pour les ARS. Il y a des dépenses à couper partout. Elle a demandé la baisse de dépenses, et notamment la baisse du budget consacré à l'Europe. Ça ne vous a pas échappé que c'était pas les lignes rouges. Les lignes rouges, c'était uniquement des choses qui augmentaient. C'était la taxe sur l'énergie, c'était les retraites, c'était les médicaments, notamment. Des choses qui augmentaient les dépenses. Donc, moi, ce qui m'a frappé, alors maintenant, je suis pas du tout là ni pour taper qui que ce soit dans la classe politique, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais respecté le Parlement si j'avais entendu les partis politiques s'allier pour dire on censurera le gouvernement si ce budget n'est pas à l'équilibre.
Je n'ai même pas entendu cette phrase. Ça fait 50 ans. Aucun budget n'est à l'équilibre. Mais c'est le problème, monsieur. 70. Ça fait depuis 1974, Alain Duhamel s'en rappelle, qu'on n'a pas voté. Il a vécu cette période. Absolument, il a vécu la dernière fois où la France se tenait d'un point de vue des finances publiques. Ça fait 50 ans, je finis juste sur cette phrase, qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Et ça ne choque personne, c'est normal. Si. Donc là, si, ça choque des gens. Merci beaucoup. Ça choque des gens qui ont connu une France normale, bien que c'est une France en ordre. C'est compliqué à l'obtenir. Si vous voulez, vous nous disiez, Madame Knafo, oui. vous n'auriez pas voté la censure, Madame Ardel. Vous êtes vous-même députée européenne aussi, socialiste. Vous l'auriez voté, vous, la censure? Bien sûr, parce que nous, dans le cadre de ce budget, on avait fait un certain nombre de propositions. Le budget de financement de la sécurité sociale, prenons celui-ci, puisque c'est celui-là qui a donné lieu à la censure. Des propositions pour l'améliorer, aucune d'entre elles n'ont été entendues. Et je tiens à dire que toutes les propositions qu'on a faites, à chaque fois qu'on mettait une dépense, on mettait en face une recette et on faisait retomber le déficit public dans les clous des 3% demandés par la réglementation européenne. Moi, je veux parler un peu de ce qui va se passer ce soir, parce que maintenant, on est tous un peu suspendus à ce que va dire le président. Est-ce que vous voulez que Emmanuel Macron nomme une personnalité de gauche? Tout à fait. Alors, c'est mal parti. Ce qu'on a demandé, aux côtés d'ailleurs des écologistes et des communistes, de gauche venant du NFP, c'est que le président de la République redescende un peu de son piédestal et prenne enfin en compte les résultats des élections législatives du 7 juillet. Et donc, qu'il nomme un Premier ministre de gauche qui serait chargé de discuter avec l'ensemble des forces du Front républicain pour conclure un accord de non-censure. Alors ça va jusqu'où le Front républicain? Parce que ça va de LR à LFI. Je rappelle que la France insoumise, par exemple, Monsieur Attal s'empresse de vouloir les exclure, mais la France insoumise faisait partie du Front républicain et a désisté des candidats pour permettre, y compris à des députés du groupe de Monsieur Attal, d'être élus. Donc il faut redescendre. Ils ne sont pas en position, ces messieurs dames du bloc central, de fixer leur position. Je pense que c'est à eux maintenant d'arrêter d'être dans une logique de mon programme, rien que mon programme. Il faut qu'ils apprennent à faire des compromis. Dit Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est ce que dit Monsieur Macron et c'est ce que dit Monsieur Attal. Monsieur Attal n'a même pas participé aux discussions budgétaires. C'est-à-dire qu'ils étaient même absents de l'hémicycle. Madame Ridel, le Front républicain n'est pas un programme. Donc s'il y en a qui doivent faire des compromis aujourd'hui et aller vers nous, c'est eux. Mais c'est pas un front programmatique, c'est un front de barrage. C'est pas un front de programme. Nous sommes prêts au compromis, nous l'avons dit, nous l'avons écrit. On a rédigé aujourd'hui un courrier au président de la République signé des deux présidents de nos groupes parlementaires et d'Olivier Faure. Alors pardon, je vous prends des exemples concrets. Parce que là, pardon, excusez-moi, mais c'est des grandes paroles. Par exemple, les jours de carence dans la fonction publique. Alors vous les maintenez, vous les enlevez? Mais nous, on souhaitait les enlever. Mais en fait, ce que je dis, là, déjà, il n'y a pas de compromis possible. Sur le logement, la réforme des retraites, sur les retraites, il n'y a pas de compromis possible parce qu'ils ne sont pas dans une logique de compromis. La réforme des retraites, les députés du bloc central. Vous non plus. La réforme des retraites, vous l'abrogez toujours? La réforme des retraites, c'est Fabien Roussel qui disait ça tout à l'heure. Il faut que, si on peut pas aller vers l'abrogation, l'alléger considérablement. Nous, notre position de départ, c'est l'abrogation. Je pense que c'est une ligne rouge. Mais encore une fois, on est dans une situation inédite où il va falloir qu'on fasse des compromis. Donc, si je peux juste terminer, mais non, mais il faut prendre parce que vous dites que ça n'est pas clair. Non, parce qu'il faut prendre des sujets concrets, parce que les Français, les grandes paroles, je veux les prendre, mais laissez-moi parler. Prenez des sujets concrets. Laissez-moi parler. Oui. Moi, je pense, regardez ce qui s'est passé avec le Mercosur il y a une semaine. À l'unanimité de l'Assemblée nationale, on a condamné cet accord. Sauf que donc, il est possible, je crois, sur certains sujets, sur le logement, sur la justice fiscale, on a un budget sur l'état de l'hôpital public, ça c'est dans le budget. On a un budget à faire. Il est possible de trouver. Regardez, on a un budget à faire. Vous nous parlez de justice fiscale. Vous montez les impôts, alors que ceux avec qui vous voulez faire alliance veulent les baisser. C'est un changement de méthode et un changement d'état d'esprit. Le drame, c'est que, pardonnez-moi madame, on en revient à des sujets de gauche. Voilà, on en revient au socialisme. Hier encore, il y avait la possibilité que le Rassemblement national tienne le gouvernement. Le Rassemblement national avait l'arme nucléaire. La doctrine en principe de l'arme nucléaire, c'est exactement. Mais en principe, la doctrine de l'arme nucléaire, c'est on menace de l'utiliser pour obtenir des choses et à la fin on l'utilise pas. Donc là, elle aurait pu obtenir beaucoup. Maintenant, on en revient. Pardon, on va nous reparler de Lucie Castet. Michel Barnier a dit non à une ligne rouge. C'est un enfer. On va nous reparler de Lucie Castet, Huguette Bello, on sait plus qui. On va nous ressortir tous les noms de premiers ministres d'extrême gauche. Envisagé Lucie Castet. J'espère que c'est pas envisagé. Lucie Castet, mais elle sera contente. Alain Duhamel, vous y croyez avec cette idée de front républicain qui pourrait s'entendre et gouverner la France? Non, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce qui semble s'esquisser et qui est quand même un fait nouveau depuis quelques jours et qui pourrait se dire « et si les uns renonçaient au 49.3 et les autres à la censure ?» Est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, trouver des compromis sujet par sujet? Voilà. Bon, ça, c'est imaginable. Bon, derrière ça, il y a une autre question qui est « mais est-ce que ceux qui seraient nommés Premier ministre et qui formeraient un gouvernement, est-ce qu'ils le feraient
sur la base de leur programme originel, quitte à trouver ensuite des compromis, mais sur la base de leur programme originel. Le programme originel du nouveau Front populaire, on sait ce qu'il était. Par exemple, très différent de celui des macronistes. Par exemple, sur le plan fiscal, oui. C'était vraiment quelque chose de complètement différent. Alors, peut-être qu'on peut dire sur tel impôt, on peut se mettre d'accord, sur tel allègement, on peut se mettre d'accord. C'est une philosophie. Mais entre deux logiques, qui étaient une logique de multiplier des impôts, en particulier sur les entreprises, les hauts revenus, mais pas seulement, de multiplier des impôts, et d'autre part, d'essayer sur les marges fiscales, de négocier. C'est pas du tout pareil. Il y a d'un côté un compromis vraiment d'ampleur, et il y a d'un autre côté des compromis ponctuels et modestes, qui peuvent être tout à fait utiles, qui sont certainement une petite éclaircie dans le climat parlementaire, mais qui n'empêchent que, entre le programme du nouveau Front populaire, je ne parle pas simplement des Insoumis, entre le programme du nouveau Front populaire d'une part, et d'autre part, ce que le gouvernement Barnier a mis en avant, c'est simplement des logiques antagonistes. Absolument, c'est pour ça qu'il faut changer de méthode. Emmanuel Macron a décidé de passer en force en se mettant dans les mains du RN, ça n'a pas marché. Le RN l'a fait courir et l'a quand même censuré. Du coup, le bloc central, aujourd'hui, a deux choix. Soit aller encore plus vers le RN, voyez, ou alors se tourner vers la gauche. Et donc la responsabilité pèse aujourd'hui sur messieurs Attal, sur messieurs Wauquiez, qui ont été élus, je le rappelle, grâce aux existements dans le cadre du Front républicain. Vous-même aussi. Et donc ça avait nous marché dans les deux appelons, sens. mais davantage, il y a des députés de gauche qui ont été élus grâce aux voix droites. Bien sûr. Le principe, bien de toute sûr, façon, c'est pour ça c'était que nous tout le monde à respectons tout le Front monde. républicain. Voilà. Mais Voilà, je veux quand même signaler que les électeurs de gauche ont beaucoup plus participé au Front républicain que le bloc central, en l'occurrence. Mais ça n'est pas si grave. Voilà, on met ça au tapis. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique de compromis et nous appelons ces gens du bloc central à redescendre un peu et à faire moins d'arrogance. Bernard Cazeneuve à Matignon ? C'est toujours la même réponse, c'est pourquoi faire ? Et donc moi, c'est non alors. L'urgence, c'est de se mettre autour de la table, tous les forces du Front républicain, et de s'entendre. Pour moi, l'urgence, c'est de relever l'économie de ce pays, c'est de remettre de l'ordre dans nos rues. Vous savez, il y a beaucoup de gens, c'est pas forcément ni des bourgeois, ni des épargnants qui ont craint cette censure. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui se disent tout va rester à l'arrêt. Et eux, ils ont vécu la dissolution de l'année dernière et ils ont vu qu'on leur avait promis monts et merveilles et que finalement, le pays s'est mis à l'arrêt. Aucune des mesures n'a été prise là. Pas de gouvernement, ça veut dire pas de loi, ça veut dire pas de réforme, rien ne change. Un nouveau gouvernement, j'entends compromis, se mettre autour de la table, les forces politiques. Non, c'est clair, il nous faut un budget enfin à l'équilibre. C'est l'objectif qu'on doit au moins tous se fixer. Mais il faut la trouver. On a quand même une majorité dans ce pays, j'espère, de gens qui font de la politique pour aider leur pays. À l'Assemblée. Donc là, si on regarde... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a censuré un budget injuste. Alors justement, si on regarde ce qui s'est passé sur ce budget injuste, c'était un budget qui augmentait les impôts de 40 milliards d'euros. C'est choquant, j'en suis moi aussi indignée. Donc il fallait les baisser. Mais même sur les plus hauts revenus ? Il ne faut pas du tout d'augmentation d'impôts. L'urgence, c'est de les baisser pour tout le monde. Il ne faut aucune augmentation d'impôts sur personne. Alors, il faut trouver énormément de... J'en ai énormément à vous proposer. J'en ai énormément à vous proposer. Mais donc là, pour vous dire, on a censuré donc un budget qui augmentait les impôts de 40 milliards d'euros. Ce qu'on va avoir, c'est le budget de l'année dernière qui va s'appliquer. Donc à la place du budget Barnier 2025, on va avoir le budget Attal 2024. Alors, moins d'augmentation d'impôts. Dans le budget Attal 2024, rappelons quand même que aujourd'hui, chaque année, les Français payent 1300 milliards d'euros de prélèvements obligatoires chaque année. 1300 milliards, un record au monde, un record historique. C'est-à-dire 148 millions d'euros par heure. C'est-à-dire que là, pendant qu'on parle, c'est 2,5 millions d'euros d'impôts par minute. C'est ce qui fait vivre notre État-providence. On parle, ça fera 50 millions. Voilà, c'est nos services publics, nos éducations. Ah oui, nos services publics, ça ne veut rien dire de donner comme ça un montant d'impôt si ne vous dites pas ce que ces impôts financent. Et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut trouver des sources et des gisements d'économie. Nous en avons fait plein, des propositions d'économie. Lesquelles, par exemple ? Notamment sur les 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches entreprises. C'est les augmentations d'impôts. Mais aussi une recherche d'efficacité dans certaines administrations. Ça veut dire pas de baisse des dépenses. Jamais. Ça veut dire jamais de baisse des dépenses. Mais madame, vous voulez baisser les dépenses, par exemple, pour l'hôpital public ou pour l'EHPAD ? Mais alors, si vous voulez parler de l'hôpital public, il faut baisser les dépenses. Il n'y a pas trop d'administratifs en France, il n'y a pas trop de personnel administratif. La PHP, c'est 100 000 personnels. Sur ces 100 000 personnels. Mais vous savez, les détails, on connaît, il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes. Merci, monsieur. C'est pas aussi simple que vous souhaitez le dire. Vous allez arriver avec la hache façon Elon Musk, mais la réalité, c'est que vous avez des femmes et des hommes qui donnent tout. Prenons l'hôpital, madame cite l'hôpital. 100 000 personnels administratifs pour la PHP. Non, pardon. Sur 100 000 personnels à la PHP, 30 000 sont administratifs. C'est-à-dire des gens qui ne voient pas un patient.
qui ne sont pas des médecins. 30 000. Quand vous avez 30 000 personnels administratifs qui gèrent l'hôpital, qui imposent des normes, qui imposent des process, qui font perdre du temps à ceux qui voient des patients précisément. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a rien à couper sur les 30 000. Vous prenez l'éducation nationale, pareil. Il y a un personnel administratif énorme dans ce pays. Regorge. Manque de médecins. Trop plein de. Absolument. Alors, manque de médecins, moi, je peux être d'accord avec vous. Manque de médecins et est-ce que vous dites sur le personnel administratif, on peut dire la même chose pour l'école? Vous avez des gens dans les rectorats et peut-être pas assez de gens dans les établissements. Mais non, mais moi, par contre, je m'oppose à cette logique il faut absolument baisser les dépenses sans rétablir des impôts. Je suis désolée, il y a eu des hausses, des baisses d'impôts mais bien sûr qu'il faut faire les deux. Ciblées sur les grandes entreprises, des grandes fortunes qui nous ont mis dans cette panade. Mais non. Et donc, il y a un moment, on peut pas être dans un discours où, par définition, on va refuser toute hausse d'impôts. C'est ce qui nous a mis dans le mur sur ce budget. Non, il faut baisser le budget, ce sont les dépenses sociales. C'est les dépenses sociales qui grèvent le... c'est la plus grosse dépense sur les dépenses sociales. Et notamment les retraites. Notamment les retraites. On peut dire que c'est une bonne chose. 400 milliards. Notamment 400 milliards. On est un État-providence puissant dans ce pays que les retraites... Vous trouvez qu'il fonctionne bien? Les Français n'ont pas pour leur argent. Non, l'hôpital public ne fonctionne pas bien. Rien ne fonctionne bien. Va très mal par manque de personnel, encore une fois, soignant. Rien ne fonctionne bien, il y a des gabegies partout. Vous prenez ministère par ministère, il y a des gabegies partout. Les 15 milliards d'euros d'aide publique au développement, c'est du service public. Est-ce que ça rend un service à une personne? Vous parlez des gabegies donner 120 millions d'euros à la des gabegies dans les grandes entreprises, des aides aux grandes entreprises. La tâche du prochain chef de gouvernement, ce sera le budget, mais c'est montrer aussi qu'on peut faire des économies aussi. Alors ça c'est compliqué. Bon courage. Alors, d'abord, la dernière fois qu'on a diminué des dépenses, c'est Sarkozy qui a essayé. Bon. La suite, ça a été à l'opposé, premièrement. Deuxièmement, le Premier ministre qui va arriver avec un gouvernement, quel que soit le gouvernement, il va être obligé de se trouver avec le budget qu'on lui laisse de 2024 et le rafistoler dans l'immédiat. Et puis ensuite, on sait très bien qu'en janvier, février, il y aura des lois complémentaires, il y aura des décrets complémentaires pour essayer de rapprocher un peu des rails. Mais il faut pas se raconter d'histoire. Ça va être du bricolage budgétaire. Et le bricolage pas à l'auteur des enjeux. Pas du tout. Sûrement pas du tout. Alors, bricolage budgétaire, c'est très exactement ce qui empêche un redressement budgétaire. Et un redressement budgétaire, c'est d'abord de se demander si les impôts qui existent sont les bons impôts aux bons endroits, ce qui est loin d'être évident. Et là, de ce point de vue, je trouve qu'en France, on a un gros défaut qui est de ne pas regarder ce qui se passe à l'étranger et qui fonctionne. Parce qu'il y a des pays dans lesquels les impôts sont ciblés de façon beaucoup plus efficace que chez nous. Et puis ensuite, de regarder dans les dépenses, quelles sont les dépenses. Et ce qui est très important, alors les collectivités locales le savent ça, mais à Paris, on le sait beaucoup moins, dans les administrations centrales, de savoir non seulement quelle dépense ça doit être, mais qui doit être l'ordonnateur des dépenses. De qui doivent dépendre les dépenses? Est-ce que ça doit être du maire? Est-ce que ça doit être du conseil régional? Est-ce que ça doit être de l'administration centrale? Parce que s'il y a une chose qui, de gouvernement à gouvernement, a toujours loupé, ça a été la modernisation des structures territoriales par rapport à Paris. Et là, ils ont tous échoué, quoi qu'ils tentent. Merci Sarah Knafo. Merci mesdames députées européennes, Madame Ridel, Madame Knafo.